Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on ouvre nos dossiers, nos sources, pour se pencher sur un événement céleste qui promet d'être assez mémorable, la pluie de météores des Orionides, l'édition 2025. Alors, on a sous les yeux des documents assez variés, d'un côté des détails astronomiques bien pointus sur le phénomène lui-même, et de l'autre, une perspective plus, disons, spirituelle, qui vient d'une source spécifique qu'on va regarder de près, la chaîne YouTube Tafsir Éclair. Notre mission, si on peut dire, elle est claire, essayer de comprendre ce qui rend ces Orionides si spéciales cette année-là, en 2025, comment faire pour les observer au mieux, et puis, bien sûr, décortiquer un peu les lectures, les interprétations qu'on trouve dans nos documents. Apparemment, 2025 s'annonce comme une année exceptionnelle pour les observateurs du ciel. Bon allez, on plonge dedans. Alors, pour commencer simplement... Les Orionides. Bon, on pense étoiles filantes, et nos sources disent qu'elles ont une origine un peu particulière, presque prestigieuse, non? Qu'est-ce qui les différencie? Oui, tout à fait. Ce ne sont pas juste n'importe quelles étoiles filantes. La source principale nous le rappelle bien, hein, les Orionides, en fait, ce sont de minuscules débris, un mélange de poussière, de petits fragments de glace aussi, qui ont été semés dans l'espace par une comète absolument légendaire, la comète 1P Halley. Oui, allez, la fameuse. Exactement. C'est sans doute la plus célèbre connue depuis Hippiou, l'Antiquité. Elle nous rend visite tous les 76 ans environ. Et chaque année en octobre, la Terre, elle traverse ce nuage de particules qu'elle a laissé derrière elle lors de ses passages près du Soleil. D'accord, donc c'est un rendez-vous annuel en quelque sorte. C'est ça. Et ces particules, même si elles sont toutes petites, souvent pas plus grosses qu'un grain de sable, elles entrent dans notre atmosphère à une vitesse ahurissante, environ 66 km par seconde. 66 km par seconde. C'est colossal. Oui, c'est vertigineux. Pour donner une idée, ça fait plus de 237 000 km à l'heure. Et c'est cette vitesse extrême, combinée à la friction, très intense avec l'air, qui les chauffe au point de les rendre incandescentes. Elles brûlent, littéralement, et ça crée ces magnifiques traînées lumineuses qu'on appelle météores ou, plus joliment, étoiles filantes. 66 km, incroyable. Et nos notes, justement, elles insistent, elles sont pas juste rapides, elles sont aussi particulièrement brillantes. Elles laisseraient souvent de longues traînées qui restent visibles quelques secondes, c'est ça? Oui. Parfois même, on parle de bolides ou de fireballs, des météores hyper lumineux. Ah, là, ça devient vraiment intéressant. C'est pas la petite étincelle discrète, quoi. Tout à fait. C'est un vrai spectacle parfois. Cette persistance de la traînée, c'est assez typique des Orionides et c'est lié directement à leur vitesse d'entrée très, très élevée. Quand ces particules frappent l'atmosphère si vite, elles ne se contentent pas de chauffer elles-mêmes. Elles chauffent aussi l'air autour d'elles, très intensément. Ça ionise les gaz de l'atmosphère le long de leur trajectoire et ça crée une sorte de tunnel lumineux qui peut rester visible une fraction de seconde, parfois même quelques secondes après que le météore lui-même ait disparu. Ah oui, je vois. Voir un bolide Orionide fendre le ciel, ça peut être assez saisissant comme expérience. On imagine bien. Alors justement, parlons de 2025. Toutes nos sources le disent. Cette année-là, ça va être exceptionnel pour observer. Quelles sont les dates clés et pourquoi 2025 est si spécial? Alors, la période d'activité des Orionides, elle est assez longue en fait. On peut commencer à en voir dès le début octobre, vers le 2, et ça dure jusqu'au 7 novembre 2025. Mais bon, comme pour toutes les pluies de météores, il y a un pic, un moment où l'activité est maximale. Et pour les Orionides 2025, ce pic est attendu dans la nuit du 21 au 22 octobre. D'accord. Nuit du 21 au 22. Oui. Et les sources suggèrent même de commencer à regarder dès la nuit d'avant, celle du 20 au 21 octobre. L'activité pourrait déjà être assez bonne. Pendant ce pic, les astronomes estiment ce qu'on appelle le ZHR. Le ZHR? Oui, le taux horaire zénital. C'est une mesure un peu théorique, c'est le nombre de météores qu'un observateur verrait dans des conditions parfaites. Ciel hyper noir, radiant au zénith. Pour 2025, on l'estime à environ 20 météores par heure. 20 par heure. Bon, ça peut paraître peu dit comme ça, mais... Mais en fait, c'est considéré comme une pluie de météores de bonne intensité. C'est même la meilleure de l'automne dans l'hémisphère nord. Mais le vrai plus de 2025, le truc qui rend cette année vraiment spéciale, c'est une coïncidence cosmique. Un alignement parfait. Enfin, pas des planètes, mais de la Lune. Ah, la Lune. Oui, la nouvelle Lune,
le moment où elle est complètement invisible depuis la Terre parce qu'elle est entre nous et le Soleil, eh bien, elle tombe pile le 21 octobre 2025, aux alentours de 12h25 temps universel. Incroyable. Donc, au moment où il y a le plus d'étoiles filantes attendues, la Lune, elle, sera totalement absente du ciel nocturne. Exactement. Pas la moindre lumière parasite naturelle pour gêner. Le ciel sera noir de chez noir, c'est ça? C'est ça. C'est le scénario de rêve pour tout observateur d'étoiles filantes. L'absence totale de clair de lune, c'est vraiment crucial. Même un petit croissant de lune peut suffire à masquer les météores les plus faibles. Là, en 2025, pendant le pic, le ciel sera aussi sombre que possible, limité seulement par la pollution lumineuse humaine, locale. Donc on verra mieux. Oui, ça veut dire qu'on aura une chance de voir non seulement les météores brillants, les bolides dont on parlait, mais aussi les plus discrets, qui sont en fait la majorité. C'est donc une opportunité en or pour l'observation à l'œil nu, mais aussi pour les astrophotographes qui voudraient immortaliser ça. Les conditions s'annoncent vraiment idéales. Fantastique. J'imagine déjà ce ciel d'encre juste, percé par ces traits de lumière venus d'ailleurs. Ça donne envie d'y être. Et concrètement, alors, pour l'observation, qui peut en profiter et où est-ce qu'il faut regarder? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les Orionides sont plutôt généreuses. Elles sont visibles depuis les deux hémisphères, nord et sud. Ah, partout dans le monde. Quasiment. Pratiquement oui. Toutes les régions habitées du globe, disons entre 85 degrés de latitude nord et 75 degrés sud, peuvent voir le spectacle. Que l'on soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Les Orionides sont à portée de regard. Pour le meilleur moment de la nuit, par contre, il faut généralement attendre la seconde partie de la nuit. Pourquoi ça? Parce que le radiant, c'est le point dans le ciel d'où les météores semblent venir, qui est dans la constellation d'Orion. Eh bien, il doit être assez haut au-dessus de l'horizon pour qu'on voit bien. Et ça se produit généralement après minuit, heure locale. Souvent, l'activité est même la plus intense juste avant l'aube, quand notre côté de la Terre fait face plus directement aux courants de particules. D'accord. Plutôt en fin de nuit alors. Oui, pour donner des repères horaires un peu plus précis d'après les sources, si on est à Paris, par exemple, fin octobre, on sera en heure d'hiver, CET, donc GMT plus 1. La fenêtre optimale sera sans doute entre 1h30 et 5h30 du matin. Si on raisonne en temps universel, en UTC GMT, ça correspond à une fenêtre entre 0030 et 4h30 UTC. Bien sûr, chacun devra adapter à son fuseau horaire et vérifier l'heure du lever du soleil local. Compris. Et dans ce grand ciel noir, où poser les yeux? On a parlé du radiant dans la constellation d'Orion. J'imagine qu'il faut d'abord trouver Orion, sa fameuse ceinture, les 3 étoiles alignées, c'est d'un bon repère. Ah oui, absolument. Le nom Orionide vient justement de là. Si on traçait les météores en arrière, leur trajectoire semblerait toute partir d'un point situé dans Orion, le chasseur. Plus précisément, ce radiant est près de l'épaule d'Orion, pas très loin de la célèbre étoile Bételgeuse, la géante rouge. Bételgeuse, oui. Repérer la ceinture d'Orion, les étoiles Alnilam, Mintaka et Alnitak, c'est en effet un excellent moyen de localiser la zone générale dans le ciel. C'est très facile à voir. Mais attention, et ça, c'est une astuce importante qu'on retrouve dans nos sources. Il ne faut surtout pas fixer le regard pile sur ce radiant. Ah bon? C'est contre-intuitif? Oui, un peu. Si on regarde directement vers le radiant, les météores qu'on verra sembleront très courts, comme de petits traits, parce qu'ils viennent droit sur nous en perspective. Pour vraiment apprécier les longues traînées, celles qui peuvent traverser une bonne partie du ciel, il vaut mieux regarder un peu à côté, disons à une distance de 45 à 90 degrés du radiant. D'accord, regardez un peu sur le côté. C'est ça. Ça permet de voir les météores plus de profil, si on veut, et de voir toute la longueur de leur course lumineuse. Et enfin, quelques conseils pratiques qui ressortent bien des documents pour profiter au maximum. Premièrement, et c'est le plus important, fuir la lumière. Trouver un endroit le plus sombre possible, loin des villes. La campagne, la montagne. Oui, l'obscurité avant tout. Exactement. Deuxièmement, la patience et l'adaptation des yeux. Il faut au moins 20 à 30 minutes dans le noir complet, sans regarder son téléphone, pour que les yeux s'habituent et voient bien. Mhm. Troisièmement, la simplicité. Pas besoin de télescope ou de jumelles. Leur champ est trop étroit. L'œil nu, c'est le meilleur outil pour ce genre de spectacle panoramique. Et enfin, le confort. Fin octobre, les nuits peuvent être fraîches, donc vêtements chauds, couvertures, boissons chaudes. Et une chaise longue ou un tapis de sol, c'est idéal pour regarder vers le haut sans se faire mal au cou. Parfait. Se mettre à l'aise pour attendre la magie.
Très clair. Bon, maintenant, si on passait à l'autre dimension présente dans nos sources, on a parlé de cette chaîne Tafsir Éclair qui propose une lecture spirituelle. Il faut bien préciser ici, notre rôle, c'est de rapporter ce que dit cette source qui nous a été fournie. On n'endosse aucun point de vue, on ne juge pas, on explore juste les idées présentées. Alors, qu'est-ce que cet événement signifie vu sous cet angle-là? Oui, tout à fait. La source Tafsir Éclair aborde les Orionides non pas sous l'angle scientifique pur, mais comme un support à la méditation spirituelle. Elle en tire 3 leçons principales pour le croyant. La première leçon, c'est celle de l'éphémère. L'idée centrale, c'est regardez cette étoile filante, elle peut être super brillante, elle capte notre attention, elle illumine le ciel, et pourtant, elle n'est que la combustion finale d'un grain de poussière minuscule insignifiant qui disparaît à jamais en une fraction de seconde. Hmm. La source fait un parallèle direct entre ça et la nature, passagère, évanescente, de tout ce qui constitue notre monde matériel. Les biens, la richesse, le statut, les ambitions, même les conflits, nos soucis quotidiens. Pour appuyer ça, elle cite un verset du Coran. « Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » C'est une image forte. Oui, observer une Orionide devient alors, dans cette lecture, une sorte de méditation visuelle sur la fugacité de ce monde. Une invitation à relativiser notre attachement aux choses périssables et à se tourner vers ce qui est vu comme durable, l'âme, la foi, les bonnes actions. Cette poussière d'étoiles incandescente et fugace, mise en miroir avec nos vies, nos attachements. Oui, c'est une perspective qui interpelle sur nos priorités. Et la deuxième leçon proposée? La deuxième leçon, c'est celle de la précision. Là, on change de registre. Le raisonnement s'appuie sur la régularité, la prévisibilité incroyable du phénomène astronomique. La comète de Halley, elle n'erre pas au hasard. Elle suit une orbite très précise qui la ramène près du Soleil tous les 75-76 ans. Une vraie horloge cosmique. Oui, c'est fascinant, cette régularité. De débris. Cette mécanique céleste, d'une précision mathématique, elle est présentée par la source comme une preuve éclatante de la perfection, de l'ordre, de la constance du plan divin. Elle utilise même le terme sunna d'Allah, qui désigne ici les lois immuables que Dieu a mises dans la création. D'accord. La précision comme signature divine, en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Et pour renforcer ça, la source cite un autre passage coranique « Nul malheur n'attend la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. » Ce qui est intéressant, c'est le lien que la source fait entre cette précision cosmique et le concept islamique de tawakkul. Le tawakkul. C'est-à-dire, C'est la confiance totale, l'abandon confiant à Dieu. L'idée suggérée, c'est si l'univers lui-même obéit à des lois si parfaites, si prévisibles, alors on devrait avoir confiance que nos propres vies, même quand elles nous semblent chaotiques ou soumises au hasard, sont en réalité aussi guidées par un plan divin, une sagesse, un ordre qui nous dépasse peut-être mais qui existe. Contempler la régularité des Orionides devient alors un exercice pour renforcer cette confiance en Dieu. Passer de l'orbite de Halley, calculable, à la confiance intime face aux aléas de la vie. C'est un lien audacieux en effet entre astrophysique et foi. Et la troisième et dernière leçon? La troisième leçon, c'est celle de l'éveil. La source explique que dans la tradition musulmane, l'apparition de signes célestes un peu hors du commun, les éclipses sont l'exemple classique, mais on pourrait y mettre une pluie de météores intense comme celle attendue en 2025, ce n'est pas juste un phénomène naturel neutre. C'est vu comme un rappel, un signe divin envoyé pour secouer les consciences, pour susciter un éveil spirituel, pour rappeler aux humains la puissance du Créateur et leur propre petitesse face à l'univers. Un peu comme un signal d'alarme spirituel, hein. On pourrait dire ça. Pour illustrer, la source fait référence à un hadith, un enseignement prophétique connu, rapporté par Al-Bukhari notamment. Il décrit ce que le prophète Mohammed recommandait de faire lors d'une éclipse. Face à ce signe impressionnant, il ne s'agit pas d'avoir peur ou d'être superstitieux, mais de se tourner activement vers Dieu. Le hadith mentionne 3 actions spécifiques. 1. Invoquer Dieu, faire le zikr, le rappel de Dieu avec des formules comme Subhanallah, Allahu Akbar, accomplir des prières supplémentaires et faire l'aumône, la sadaka. Par analogie, donc, la source suggère que regarder les Orionides, surtout dans les super conditions de 2025 et pendant les heures calmes de la nuit, ça peut être vécu comme une opportunité similaire. C'est une invitation à l'humilité devant le cosmos, un moment privilégié pour intensifier le rappel de Dieu,
zikr, pour formuler des prières personnelles, doua. Le spectacle devient plus qu'une curiosité astronomique, il peut devenir un catalyseur pour se reconnecter spirituellement. Je vois. Ça montre bien comment un même événement peut être lu de différentes manières scientifiques et spirituelles. Exactement. Chaque regard y trouve une signification, qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. Bon, voilà un tour d'horizon assez complet de ce que nos sources nous disent sur ces Orionides 2025. D'un côté, on a ce phénomène astronomique fascinant, né des poussières de la comète de Halley, qui s'annonce vraiment spectaculaire cette année-là, grâce à cette nuit sans lune qui tombe pile au bon moment. Et de l'autre côté, à travers le prisme de cette source spécifique, Tafsir éclair, eh bien ce même événement devient un support pour des réflexions spirituelles assez profondes. Sur le côté éphémère de notre monde, comparé à l'étoile filante, sur la précision de l'univers comme reflet d'un ordre divin qui invite à la confiance, et sur les signes célestes comme des appels à l'éveil et au souvenir de Dieu. Et peut-être pour conclure, une petite réflexion qui naît justement de la confrontation de ces idées dans nos sources. Si on prend cette interprétation spirituelle, d'un côté, il y a cette poussière de comète, éphémère, presque rien, qui brûle en un éclair et qu'on compare à nos soucis terrestres. Et de l'autre, il y a la trajectoire de sa comète mère, Halley, immuable, prévisible sur des décennies, vue comme symbole d'un ordre supérieur, d'un plan. Quelle réflexion est-ce que cette tension entre le grain de poussière fugace et la grande mécanique céleste si prévisible, quelle réflexion est-ce que ça pourra nous inspirer sur notre propre façon de voir, de vivre les événements de nos vies, les petits comme les grands, les éphémères comme ceux qui nous structurent? C'est une question ouverte et profonde en effet, parfaite pour poursuivre la réflexion chacun de notre côté après cette discussion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette analyse fouillée des Orionides.